Mais d'abord, revenons sur la super semaine des banques centrales. Fed, Banque d'Angleterre et Banque centrale européenne ont chacune délivré leur dernier message et leur dernière hausse de taux à date. En tout cas, nous en parlons avec Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Gilles. Impossible Bonjour. de revenir sur la communication des banques centrales sans parler du price action, qui a été spectaculaire, à la suite de la communication de la Fed mercredi soir, à la suite des communications de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne hier. C'est-à-dire que si on isole même la séquence du reste du cycle, on aurait pu se demander si les banques centrales n'avaient pas annoncé le lancement d'un nouveau QE, tellement la réaction a été spectaculaire. Le marché est conforté dans l'idée que la pause est en train d'arriver, que cette pause sera inévitablement suivie de baisse de taux. Cette idée n'est pas nouvelle dans le marché, elle semble prendre de plus en plus de place. De votre point de vue d'économiste, est-ce qu'il y a de la substance nouvelle, macroéconomique, ou dans la communication des banques centrales qui peut entériner un peu plus cette idée encore, Gilles ? Alors, il y avait quelques éléments, effectivement, dovish dans ce qui a été dit et par la Fed et par la BCE. Je pense que la Banque d'Angleterre est un cas particulier qu'on peut isoler. Les éléments un peu dovish, c'est cette réponse un peu molle de Jay Powell sur la discussion ou pas d'une pause au FOMC. Je pense que c'est plutôt un peu une erreur de communication plutôt qu'un message voulu, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été transmis. On a cette reconnaissance de la part de la Fed que la désinflation est entamée. Pour moi, c'est simplement reconnaître l'évidence, mais apparemment le marché avait besoin d'entendre ça. Et puis du côté de la BCE, je pense que l'une des indications les plus intéressantes, je pense, pour les devs dans le marché, c'est cette idée que autour de la tendance centrale de l'inflation à laquelle la BCE s'attend, eh bien, les risques sont désormais équilibrés ou plus équilibrés, alors qu'ils étaient encore très largement orientés à la hausse lors de la réunion du mois de décembre. Donc, j'ai l'impression que le marché se précipite un peu sur ces pépites dovish d'une manière un peu impatiente pour moi, et parce que le fond du discours des banques centrales n'a pas changé. Ils n'ont pas fini de relever leur taux, ça me paraît assez clair. On n'a pas senti un appétit très clair pour des baisses de taux rapides, en tout cas pour des baisses de taux aussi rapides que ce que le marché voudrait voir et price. Et finalement, j'ai le sentiment qu'on vit avec deux réalités parallèles. C'est-à-dire que fondamentalement, en tout cas dans le cas de la Fed, où c'est encore plus clair, j'ai l'impression que le marché a décidé que la Fed avait tort sur sa trajectoire macroéconomique. Le marché pense que l'inflation va probablement décélérer beaucoup plus vite que ce que la Fed attend, et que ça va se traduire par un revirement dans les mois qui viennent. Ce qui m'étonne, c'est que pour que ce scénario-là soit valide, c'est-à-dire si une décélération de l'inflation devait intervenir aux États-Unis de manière beaucoup plus précoce, beaucoup plus profonde que ce que la Fed attend aujourd'hui, eh bien, il faut probablement passer par une phase de casse sur l'économie réelle et par une phase de contraction de l'activité économique. Et ça n'est pas génial pour le marché action. Donc, il y a quand même un sentiment assez curieux de mise-alignement entre un marché obligataire qui pense que très vite les banques centrales vont être, surtout aux États-Unis, vont être contraintes de baisser leurs taux, et un marché equity qui salue cette baisse possible de la baisse de taux, mais sans prendre en compte le fait que s'il y a baisse de taux, c'est probablement parce que l'économie aura corrigé et que les perspectives de profit se seront dégradées encore plus. Donc voilà, une situation assez étrange avec un divorce entre ce que pensent les banques centrales, ce que pense le marché, et même au sein du marché, je pense un certain divorce entre ce que dit l'obligataire et ce que dit le marché equity. On aura peut-être tendance pour cette partie banque centrale à écouter d'un peu plus près ce que dit le marché obligataire. Le marché action peut vivre dans un autre monde pendant quelques temps. Mais moi, ce qui m'a frappé justement par rapport à cette situation d'anticipation de marché, c'est la faiblesse avec laquelle Jérôme Powell a cherché à repousser ses anticipations à ce stade. Il termine sa conférence « We'll see ». Je ne vais même pas chercher à convaincre le marché que la Fed a raison. Il acte même du fait que, oui, les marchés obligataires ont une vision différente du processus de désinflation et que, on verra à la fin de la partie. Oui, c'était une partie assez étonnante, surtout si on prend en compte le fait que
Pour l'instant, la transmission de la politique monétaire aux États-Unis ne marche pas très bien. C'est-à-dire que on est dans une situation d'assouplissement des conditions monétaires et financières depuis à peu près le milieu du mois de novembre, hein, puisque les taux d'intérêt réels ont commencé à baisser, les spreads corporate ont commencé à se réduire également. Donc, en dépit des hausses de taux de la Fed, il y a plutôt moins de pression à la baisse sur la demande agrégée aux États-Unis. Et en dépit de cela, alors même que ce surdurcissement de la Fed n'est pas entièrement transmis à l'économie réelle, eh bien, Powell n'a pas choisi d'affronter en direct, de manière très claire, le pricing de marché. Alors, c'est là où probablement les doves s'engouffrent, c'est-à-dire que si la Fed ne cherche pas à contrer ces attentes de marché, ça peut vouloir dire qu'en fait il y a un débat plus large que ce que l'on croit au sein du FOMC et qu'il y a quand même des voix qui commencent à s'élever contre le risque d'en faire un peu trop. C'est possible. C'est aussi peut-être tout simplement le fait que la Fed ne cherche pas à rentrer dans cette espèce de dialogue un peu viril avec le marché. Et ce point on verra, on peut le prendre d'une manière assez différente. Soit on peut considérer que voilà, Powell renonce et laisse le Ça marché peut être vivre. une mise en garde aussi. Soit ça peut être une mise Eh en oui. garde. Mais c'est vrai que ça manquait un peu de peps, quoi. Sur la substance macro, Gilles, le constat qu'on peut dresser quand même à ce stade, c'est qu'on vit dans le meilleur des deux mondes, avec un processus de désinflation qui est quand même bien engagé aux États-Unis. Le pic de l'inflation globale date du mois de juin, le pic de l'inflation cœur date du mois de septembre, et qu'on voit cette désinflation se poursuivre, alors même que le marché du travail continue de résister. Et je regardais même des données dures dont on ne parle pas forcément tous les jours, qui sont vraiment des données pour les économistes. L'Employment Cost Index aux États-Unis nous montre que la pression salariale en fin d'année semble plus faible que ce qu'elle n'était en début d'année dernière, quand le taux de chômage était un peu plus élevé aux États-Unis que ce qu'il n'est aujourd'hui. Non, c'est vrai. Il y a des signes de désinflation aux États-Unis. Il y a des signes que la pression se réduit. Ça, c'est indubitable. D'ailleurs, ça se produit de manière plus claire aux États-Unis que dans la zone euro, ce qui est peut-être contre-intuitif. Le problème pour moi, c'est quel est le coût du dernier point de pourcentage d'inflation à corriger. C'est-à-dire que ça peut paraître paradoxal, mais passer de 10% d'inflation à 5, c'est sans doute beaucoup plus facile que de passer de 5 à 2. Passer de 10 à 5, en général, c'est le produit d'une absorption de choc du côté de l'offre. Et on l'a bien vu depuis quelques mois, c'est la correction sur les coûts d'énergie, à suivre de près d'ailleurs, parce qu'on commence à voir des choses un peu embêtantes du côté du pétrole, mais c'est vrai, correction des prix de l'énergie, et absorption des goulots d'étranglement dans la production mondiale. Donc tout ça permet de passer sans trop de problème de 10 à 5. Pour passer de 5 à 2, là, il faut rentrer dans le dur, en fait, de l'inflation, parce qu'il faut rentrer dans cette composante de l'inflation qui est nourrie par les moteurs internes de l'économie. Alors c'est vrai, sur les coûts salariaux, 4% en glissement annuel, sur les CI aux États-Unis, c'est beaucoup moins problématique que ce qu'on avait au début de l'année. Mais compte tenu d'une productivité qui est absolument catastrophique en ce moment aux États-Unis, ça n'est toujours pas cohérent avec une inflation sous-jacente qui retourne doucettement et tranquillement vers 2, 2,5. Donc c'est ça, en fait, pour moi, la question de 2023, c'est-à-dire est-ce qu'on peut effectivement avoir cet atterrissage en douceur dans laquelle, magiquement et harmonieusement, toutes les étoiles s'alignent et on arrive à obtenir une désinflation sans casse du tout du côté du marché du travail et du côté de l'économie réelle. C'est possible et on sent qu'il y a des membres du FOMC qui espèrent encore le voir. Historiquement, ça n'a jamais été possible, sauf une fois en 94, mais en 94, l'inflation n'avait pas vraiment commencé à décoller, et de toute manière, le total de durcissement de la politique monétaire de 94 était inférieur à celui qu'on en a déjà aujourd'hui. Donc l'histoire vous dit que pour faire attirer l'inflation de nouveau vers l'objectif de la Banque centrale, c'est très très compliqué de le faire sans casse. Or, c'est ce que le marché pense pouvoir voir se matérialiser en 2023.
Banque Centrale Européenne, Gilles, alors ce qui m'a frappé d'un point de vue de la perspective de marché, c'est de voir exactement le même price action à la suite de la BCE que celui qu'on a vu après la Réserve fédérale américaine. Considérant quand même que la BCE n'en est pas au même stade que la Réserve fédérale américaine dans son cycle de resserrement. Je crois que Christine Lagarde a encore essayé de l'expliquer hier. Et surtout, qu'on n'en est pas du tout au même stade du processus de désinflation. Et même que le chiffre de janvier, qui sera sans doute révisé avec la véritable estimation des Statis en Allemagne, sera peut-être supérieur au 8,5 qu'on a vu pour l'inflation globale en zone euro. Le pic d'inflation est peut-être encore devant nous en zone euro. Et pourtant, la communication a été prise comme une communication, là aussi, moins au quiche. Oui, alors là, c'est autant dans le cas de la Fed, c'est vrai que le pushback de Powell a probablement été un tout petit peu trop mou, mais dans le cas de la BCE, il n'y avait pas de revirement massif de la communication. Et sur les questions de fond, par exemple, cette idée, c'était né dans les premiers jours des réunions de Davos, que peut-être la BCE allait hésiter sur une hausse de taux de 50 BP à nouveau au mois de mars. Eh bien là, on sait qu'elle n'hésitera pas puisqu'elle l'a prévendu déjà aujourd'hui, ce qui est quand même un message fort. Et lorsqu'on a demandé à Christine Lagarde, quand on lui a posé la vraie question qui était alors, après mars, on fait quoi? Est-ce que ça veut dire qu'en mars, vous considérez qu'on sera au taux terminal? La réponse de Christine Lagarde était quand même assez claire. Elle a dit non, non, non. Bon, voilà, on ne peut pas faire tellement plus clair. Mais voilà, le marché a décidé que, en fait, c'est plus compliqué, que peut-être que la BCE ira moins loin. Il est possible que dans le cas des BCE, le marché s'attendait à une prestation ultra hawkish de Christine Lagarde et que sa prestation a été simplement normalement hawkish. Donc voilà, il y a eu un changement de ton. Mais moi, je suis quand même frappé par cette espèce de presque de biais de sélection des investisseurs depuis quelques semaines. C'est-à-dire que on se précipite sur, encore une fois, ces espèces de petites pépites dovish. À mon avis, on surinterprète un petit peu et on s'engouffre. Et c'est d'autant plus étonnant que normalement on devrait être dans une situation où la liquidité globale commence quand même à se réduire. Et donc les explications qu'on amène en général sur le thème oui mais il y a tellement de capitaux qui doivent s'investir, etc., ces explications-là tiennent un peu moins aujourd'hui qu'elles ne pouvaient tenir encore l'année dernière. Donc voilà, vous avez devant vous un économiste dubitatif et qui s'interroge. Merci beaucoup Gilles pour votre éclairage à l'issue de cette super semaine des banques centrales. Reste encore à franchir l'étape du rapport américain du marché du travail en début d'après-midi. Merci beaucoup Gilles. Gilles Moïc qui était avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA.